Ça va? Libertad fraternidad. La pluie? Salut. Yo. Pourquoi pas? Hola, hola, hola. Jeffra. Hola, buenos días. Merde. Wie geht es dir? Café. Non. Hey. Un petit bonbon de temps. Donnez la voix. Donnez la voix. Eh bien, le bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous n'avez pas idée du plaisir que ça me fait de vous retrouver à l'occasion de ce nouvel épisode de Donner la voix, avec toujours Alexandre à la régie. Nouvelle année, mais même équipe. Désolé pour vous. Je vous présente mes plus plates excuses au préalable. Et aujourd'hui, à l'occasion donc, de cette émission, c'est un exercice un peu particulier, non. On reçoit Jean-Marc Ratier. Salut Jean-Marc. Bonjour. Avec qui je vais faire preuve d'une certaine familiarité. Alors, je pense que pour ceux qui nous écoutent vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Jean-Marc, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter la radio Paul Bert, c'est une voix qui vous est normalement familière. Tu produis une émission, donc ça fait quoi? Ça fait 5 ans, quasiment depuis le début de la radio. Oui, c'est vrai. Alors, c'est un immense plaisir de participer et d'organiser ces émissions depuis plus de 5 ans. Et on a fait beaucoup d'émissions sur le thème du développement durable. Avec le pourquoi de ces émissions à l'origine, on peut quand même le dire, c'est parce qu'il y avait dans mon groupe et dans notre association, à la création de cette association, une volonté d'améliorer la vie courante, en particulier à Mérignac et dans la région, sur différents plans. Et puis on a démarré par des émissions sur l'économie d'eau, les économies d'énergie, et chemin faisant, on a invité des experts, des élus, et ça a été 5 ans de merveilleux moments ici et d'organisation d'émissions magnifiques, y compris avec des élus auxquels on ne s'attendait pas, comme Alain Juppé ou Michel Rivasi. Et voilà, donc c'était merveilleux. Voilà. Et juste pour resituer, c'est vrai que j'ai manqué à toutes mes obligations, on va dire, professionnelles. Je n'ai même pas donné le nom de l'émission, et donc il y a celui de l'association dont tu viens de nous parler, c'est Mira. C'est Mira, oui, exactement. Et si je t'ai posé donc, cette question, c'était pour resituer donc, déjà qui tu es au sein de la radio. Et en même temps, il y a aussi une corrélation avec le propos de notre présence aujourd'hui dans le studio. Notre propos, donc, c'est la parution d'un livre, parution qui devrait normalement avoir lieu le 8 février 2024 de cette année. Oui, c'est exact. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, depuis le 15 novembre, j'ai reçu la confirmation de l'éditeur. Donc, c'est les éditions Ballant. Son directeur est Marc Larrivé. Il m'a écrit un magnifique mail le 15 novembre en me disant que mon livre serait en librairie à partir du 8 février 2024. Voilà. Et là, on a parlé de la date, on a parlé de l'édition, on va donner aussi accessoirement le titre du livre. Donc là, je te laisse faire, tu le connais mieux que moi. Apocalypse des temps modernes. Donc c'est on va dire un oxymore, c'est-à-dire une association entre une couleur très foncée et très claire. Donc Apocalypse, bien sûr, éveille dans les esprits peut-être la notion de tragédie et de drame, mais en fait, à l'origine, ce mot signifie plutôt révélation. Donc c'est la connotation comporte 2 aspects qui sont très contrastés. Voilà. Et la révélation, en fait, que tu t'apprêtes à nous faire, je ne suis pas sûr qu'on puisse en parler en ces termes-là, mais en fait, c'est une porte qui est entrouverte. Moi, quand j'ai lu ton livre, on m'en parlait un peu off juste avant de commencer l'émission. C'est au vu, ce que je te disais, donc au vu des nouvelles observations scientifiques qu'on est en mesure de faire ces dernières décennies, c'est essayer par le biais des instruments et de cette capacité d'observer donc des phénomènes scientifiques, je tiens à le préciser, donc c'est analysé, c'est reproduit, c'est observé, c'est quantifiable, c'est qualifiable. Donc je pense que tu es d'accord avec moi jusque-là. Oui. Et donc là, tu t'es servi de tout ça pour en faire quoi, en fait? Alors en fait, ce qu'on cherche, à l'origine, le livre, c'est ça. J'ai une formation scientifique, une formation d'ingénieur, et cette formation, elle a permis d'ouvrir les portes, on va dire, de toutes les lois les lois de physique qui nous permettent de comprendre le monde. Et ces lois, petit à petit, on les découvre au fil du temps. Et elles ont été beaucoup appliquées dans le monde industriel depuis l'industrialisation en France, on va dire depuis le 19e siècle. Et on commence à essayer
c'est essayer, parce qu'il faut rester très humble, à essayer de prendre en considération ces lois de la physique pour mieux comprendre le corps humain, l'âme, l'esprit, les phénomènes dits paranormaux avec l'éclairage des sciences. Voilà. Donc c'est vrai qu'on n'a pas toujours la preuve de tous ces éléments, mais on commence à avoir des clés qui sont en relation avec les lois qu'on connaît. Voilà. Oui, mais après là, je t'écoute. Bon, c'est pas du tout par esprit de contradiction, mais t'es vraiment sûr que on se sert de la science pour essayer de comprendre le monde et que c'est pas l'inverse? Moi, j'ai souvent l'impression, en fait, la formation qui est la mienne initiale n'est pas du tout la même que la tienne, mais bon, j'ai quand même un rapport, en fait, avec l'extérieur qui relève un peu de cette même base, en fait, de l'esprit de synthèse, de méthodologie, tout ça. Et moi, j'ai quand même l'impression que c'est l'inverse. C'est-à-dire comment dire, que le champ d'application théorisé et pratiqué des sciences aujourd'hui, en fait, moi, il y a quelque chose que je trouve assez limitatif. Sur le champ d'application, c'est limité. C'est limité, oui, mais surtout, c'est qu'à chaque fois, donc, on se retrouve à... Je sais pas, je vais prendre l'exemple Planck, par exemple. Il y a vraiment un avant, un après. C'est vrai. Et encore aujourd'hui, la physique quantique, tout le monde va dire oui, c'est accessible et tout. Moi, je lance le défi à tout à chacun d'essayer d'expliquer ce qu'est la physique quantique à quelqu'un qui n'y comprend rien en moins de 5 minutes et de faire en sorte que ce soit vraiment compréhensible par tout le monde. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que moi, je suis plus excité par ce qu'on ne sait pas. Oui, par les mystères. Tu vois, moi, oui, mais et encore une fois, et quand je dis, et c'est là où ça peut être dangereux, en fait, c'est que cette attraction qu'on peut avoir par un mystère, on peut être tenté de se servir de la science pour essayer de l'expliquer. Mais quelque part, la compréhension que nous avons de la science aujourd'hui, qui nous entoure, l'observation qu'on est capable d'en faire, elle est limitée. Alors, c'est tout à fait vrai. Donc, au fur et à mesure de nos avancées, notre éclairage n'est pas le même. Alors, ça m'amène à la remarque suivante. Si on se replonge, on va dire, 2500 ans en arrière, il y a eu un livre qui s'appelait le livre de Enoch, et qui est un livre hébraïque, et dans lequel il y a toute une série d'anges qui étaient cités pour expliquer l'univers, en disant que c'était des forces divines. Alors, il y avait l'ange Michael, bien sûr, qu'on connaît, l'ange Gabriel, mais il y en avait plein d'autres. Il y avait Toratiel, il y avait Cocaviel, et chacun était préposé. Alors, il y en avait un qui était préposé à la lumière solaire, l'autre était préposé au tonnerre, au tremblement de terre, etc., etc. Et comme on n'avait pas les lois de science... Oui, ça a été notre façon à nous d'essayer d'interpréter ou de s'expliquer les phénomènes qu'on pouvait observer. Voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, la tectonique des plaques, par exemple, on la maîtrise. Les lois de résistance des matériaux, la compréhension de la résistance des matériaux, la physique nous permet d'avoir beaucoup d'éléments pour expliquer certains phénomènes. Oui. Donc, on ne parle plus d'ange des tremblements de terre. On parle de des lois de physique ou de résistance des matériaux qui pourraient expliquer des tremblements de terre. Voilà. Oui, mais même là, on est et encore une fois, moi, je suis excité par le fait d'être limité. Là, par exemple, il n'y a pas très longtemps, on a observé que les particules, pendant très longtemps, on les avait décortiquées en 3 étapes. Tu avais protons, neutrons, électrons, noyaux, et ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, il y a les quarks. On se rend compte en fait que les particules, elles ne fonctionnent pas sur 3 dimensions, mais sur 9. Oui. Déjà, non, mais ne serait-ce que ça, en fait, d'essayer d'expliquer. En fait, au niveau de la physique quantique, c'est vrai, Boris, tu as complètement raison. On arrive dans le domaine atomique. Et là aussi bien le domaine de l'infiniment grand que de l'infiniment petit est encore mystérieux. On n'y comprend rien. On avance, et plus on avance, plus on découvre des mystères. Et comme tu l'as dit très justement, il y a eu la découverte de l'atome de Bohr, qui était un modèle très simple, avec un amas de neutrons, de protons, avec des électrons. Avec une énergie électromagnétique, attraction, contraction, contradiction, et voilà. Tout ça était censé régir le monde, et on se rend bien compte que ce n'est pas du tout le cas. Alors, plus ça va, et puis quand on rentre dans la physique quantique ou la physique nucléaire, on se rend compte que, effectivement, il existe aujourd'hui les quarks avec des colorations différentes, même en des plus petits, les gluons qu'on a osé imaginer qui tournent autour des quarks, pour simplifier. Donc, on n'en finit pas de découvrir l'infiniment petit. Et c'est vrai qu'on se heurte à des grands mystères. Comme tu l'as dit très justement, la physique quantique, à l'heure d'aujourd'hui, elle est difficilement transmissible, comme la notion de relativité de temps. Mais il y a quand même certains éléments qui peuvent permettre de la comprendre. La physique quantique, c'est comme la musique.
la musique est quantifiée. Et donc, on a dans la musique que l'on connaît... La différence, c'est qu'elle est qualifiée aussi, alors que normalement, la physique, elle n'est pas qualifiable. Elle est vrai. quantifiable, mais on n'est pas censé pouvoir la... Enfin bref, excuse-moi. C'est vrai. Mais la physique quantique est difficilement transmissible. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que les énergies sont quantifiées comme au piano avec un octave. Voilà, ou des octaves. Et donc, les énergies ne peuvent pas prendre des niveaux arbitraires. Ils sont définis par tout un ensemble de règles, de physique et de lois. Et quantification veut dire, comme un clavier sur un piano, il y a des accords à respecter. Et bien, la physique quantique, c'est un petit peu ça. Il y a des règles dans les définitions d'énergie et leurs niveaux. Oui, mais je reprends l'image que tu prends du piano. Donc le piano, aujourd'hui, on le connaît, en fait, il y a un cahier des charges clairement établi qui stipule le nombre de touches, le nombre de cordes, le machin, la dimension, l'espacement et tout. Demain, moi, j'arrive et je dis, moi, non, en fait, le piano, pour moi, c'est pas ça. Il y a moins ou il y a plus. Il est plus grand, la caisse de résonance elle doit être plus importante, les cordes, c'est pas de cette qualité-là. Je reste sur le concept, l'idée même d'un piano, mais je change complètement son champ d'application, parce que je vais modifier sa caractéristique technique. Oui. Et je prends cet exemple-là, c'est que pour nous, la compréhension qu'on a de la science aujourd'hui, c'est cette caractéristique technique, mais qui est limitée. Elle est limitée. Elle est tout le temps limitée, en fait. On est toujours assujetti à l'ensemble des connaissances régies par l'ensemble de l'humanité à l'instant T. Ah oui, comme il y a 2500 ans, où le cadre de la connaissance des lois physiques était encore plus limité qu'aujourd'hui. Voilà, donc tout à chacun, en tant qu'individu, est lui-même limité dans sa réflexion par la capacité collective de réflexion et de connaissance établie. Ah oui, il y a une limite, il y a toujours une borne. Donc on est toujours... Et moi, c'est ça qui... Et c'est en ça où la science peut être intéressante, en fait. C'est que ou tu t'en sers comme étant un acquis, oui, ou tu t'en sers juste comme étant une découverte supplémentaire, mais qui n'est qu'une partie, en fait, de ce qui nous reste encore à découvrir et à observer. Alors, je cite souvent la tradition hindoue, qui cite, je crois, des 139 000 dieux officiels, mais en fait, il y en a beaucoup plus que ça, il y a 140 millions au total. Eh bien, nous, c'est l'inflation des lois aussi, c'est pas l'inflation des lois physiques, c'est-à-dire que chaque année, on redécouvre de nouvelles lois, et on en est peut-être qu'au milliardième de la connaissance des lois. Ça, on ne sait pas dire. On ne saurait pas dire. De même que, de la même façon, on n'imaginait même pas des espaces à 4 dimensions il y a, on va dire, un siècle et demi. Oui, même pas. On a commencé à voir le 4 dimensions au début du XXe. Et puis aujourd'hui, dans les mathématiques théoriques, on imagine des espaces avec un nombre de dimensions infini. Oui, parce que là, tu mets le doigt dessus, c'est qu'autant ça avait été théorisé il y a un moment, puis après, il y a toujours aussi un décalage entre une capacité de réflexion intellectuelle, donc de théoriser, et après, avoir la possibilité technique de reproduire en fait cette théorie et de la vérifier. Je prends un exemple, une théorie que Einstein avait développée et contredit lui-même à plusieurs reprises, les ondes gravitationnelles. Ah, ça, c'est un sujet difficile. Oui. Tu vois, il a été un des premiers à l'initier, à s'imaginer que ça pouvait exister. Puis après, il l'a remis en question de façon théorique. Et puis après, il s'est dit non, mais ça doit exister. Et il a fallu quasiment près de 60 ans pour avoir les capacités techniques de vérifier la véracité de cette théorie. Aujourd'hui, on est en mesure de le faire. Aujourd'hui, on a été capable de le faire avec les technologies laser, tout ça. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est le décalage qu'il y a sans cesse, en fait. Et moi, j'essaie de remettre ton livre au milieu de tout ça. Donc, ton livre au milieu de tout ça, il cherche quoi ? Ah ben, il cherche à relier, c'est-à-dire à relier notamment des choses qui sont dans le domaine, par exemple, de recherche philosophique ou de recherche religieuse, et pour lesquelles aujourd'hui on ne comprend toujours pas certaines invocations. Quand on lit le Coran, moi personnellement, il y a des parties que je ne comprends pas, qui restent un mystère entier. Dans la Bible, le Nouveau Testament aussi. Et j'ai quand même le sentiment qu'il y a dans ces textes des choses qui commencent à apparaître comme étant vérifiables sur le plan scientifique avec les lois d'aujourd'hui. Par exemple, les lois de conservation de l'énergie, ce qu'on a découvert sur la thermodynamique, il y a des choses qu'on retrouve dans la Bible. Bon. Et il n'est pas exclu qu'on continue avec des nouvelles lois à décrypter les mystères. Oui, donc en fait, ton livre, ça devrait être une revue, en fait.
Une Oui. revue dans le sens où il devrait y en avoir suffisamment avec une mise à jour en fait des connaissances établies à l'instant T. C'est pour ça que je te posais la question. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faudrait une remise à jour permanente et puis refaire des lectures permanentes des ouvrages philosophiques ou religieux à l'éclairage des nouvelles découvertes scientifiques. Il y a, Oui, il y a ou même à l'espace, le temps d'une vie. Hein. Enfin, je sais le pas, temps d'une vie. là, je te regarde. Moi, il y a des livres que j'ai lus à plusieurs reprises dans ma vie. Suivant les moments où je les ai lus dans ma vie, l'appréciation que j'ai eue de ce dernier a toujours été différente. Alors que le livre en tant que tel, Il a pas textuellement, changé. il n'a pas changé en fait. Ah, c'est tout à fait Donc exact. là, c'est un peu la même chose en fait. Et C'est oui, que et la relecture de la Bhagavad Gita hindoue, avec c'est trop épais. Mais- J'ai pas eu la patience. mais avec on va dire une notion que tout le monde comprendra, les karmas, donc les destins qui sont évoqués dans la Bhagavad Gita un petit peu, mais dans l'hindouisme, le karma a bien un Le sens. karma, c'est pas le destin. C'est pas le destin, mais c'est la connaissance. Ce qui est compliqué, c'est que nous, on le considère avec notre point de vue judéo-chrétien, donc on est très dans le déterminisme, la fatalité, le destin. Mais les karmas, dans l'absolu, c'est pas du tout le destin, en fait. C'est un lien de cause à effet. C'est un lien de cause à effet. Et ça, dans les sciences, c'est formalisé par des théories mathématiques modernes, mais qui datent de 40 ans. C'est Oui, très bah, récent. C'est-à-dire que ça a commencé à être enseigné dans les écoles d'ingénieurs à partir de 1985. Oui, Et mais ces théories mathématiques, elles n'étaient pas enseignées ni connues auparavant. Ou Oui, très mais elles peu. avaient déjà été développées il y a 3 millions de ça. Oui. Non, mais C'est je vrai. sais pas. Mais elles sont un peu plus révélées. Les voilà. Mésopotamiens, ils étaient en mesure, en termes de mathématiques ou d'astronomie, de faire des déductions, des théorisations, des développements et tout qui ont disparu pendant 2000 ans. Et puis aujourd'hui, on se rend compte, je sais pas, un exemple, moi qui m'a toujours fasciné, c'est eux qui ont déterminé la révolution de Jupiter. Elle se fait sur 47 ans. Hein, Ah oui. Eh ben, ils l'ont, et encore aujourd'hui, la NASA, l'agence spatiale européenne, se base en fait sur Sur ces les 47 mesures. ans, les mesures sur 47 ans qu'ils ont prises, parce qu'on s'est rendu compte qu'elles étaient hyper précises. On s'est rendu compte que, oui, Et pareil quand- pour les anciens Égyptiens. Et quand je dis ça, je suis pas du tout en train de dire oui, il y avait des extraterrestres il y a 3000 ans. Hein. Je tiens à préciser, non, parce que ça pourrait prêter. Je vais prendre un exemple un peu plus terre à terre. Le béton, il a disparu de l'humanité pendant 1000 ans. Oui. Le béton, les Romains, ils s'en servaient à tout bout de champ, et puis pendant 1000 ans, il a disparu, et puis on l'a redécouvert en fait à un moment. Enfin, ce que je veux dire, c'est que notre capacité d'observation, elle est quand même aussi le fruit d'une intention. C'est ça que je veux dire, et d'une volonté. Ça me rappelle, pour faire une métaphore, ça me rappelle le peintre de la Tour qui a été oublié pendant plus de 400 ans Oui. et qui a été redécouvert pendant les critiques. Et pendant 400 ans, ces peintures étaient dans les caves du Louvre. Et puis, Tout le monde savait où elles étaient. Hein. on savait où elles étaient, mais elles ont été redécouvertes et réhabilitées par des critiques à la fin des années 30, je crois, juste avant la guerre. Et bien, c'est un petit peu pareil. Il y a des choses qui sont quelquefois enfouies et qui reviennent à la surface, de façon très mystérieuse aussi. Oui, c'est vrai. Et un autre mystère, donc l'accouchement de ton livre, ça s'est passé comment? Ou difficilement. Difficilement. Oui, ça a mis... Ça fait longtemps que tu travailles dessus? Ça fait 10 ans. 10 ans? 10 années, et ça, avec beaucoup de relectures, et on n'en a jamais fini. En fait, il faut bien dire, c'est une œuvre inachevée. Et il y a eu plusieurs relectures de différentes personnes, mais ça reste toujours une œuvre inachevée. Et bon, j'ai voulu que l'ouvrage soit pas trop long. Les ouvrages très longs, les éditeurs, Il n'est pas très long, mais il est dense. il est très dense. Oui, il y a beaucoup de choses dedans. Et il y a beaucoup de raccourcis, de correspondances à l'intérieur même de l'ouvrage. Donc, l'accouchement était long. Et puis, j'ai voulu synthétiser beaucoup de réflexions qui ont eu lieu au fil du temps dans ma recherche. Et il y a Voilà. 10 ans, donc tu disais, tu as commencé à travailler dessus. 10-15 ans, oui. Et dès le début, tu l'as écrit avec l'envie que ce soit lui, ou tu l'as écrit à prime abord, c'était pour toi, en fait, c'était un exercice de réflexion? C'était un exercice de réflexion, puis je voulais laisser une petite trace de quelques réflexions qui me semblaient importantes. Et puis à un moment donné, je me suis dit, je vais tout regrouper, et puis en avant, essaye. Et donc, j'imagine que je serai amené à te recevoir dans pas très longtemps pour la suite. Ah oui, J'imagine. j'espère. Non, je sais pas. J'espère qu'il y aura une suite. Et j'espère qu'il y aura une suite et que j'aurai l'occasion de continuer avec un deuxième, j'espère. Oui, quand je parle de suite, je reviens à la remarque que je t'ai fait dès le départ, en fait, c'est que c'est intéressant, mais ça reste avec un prisme bien déterminé. Oui. Et cantonné dans son espace et dans sa temporalité, en fait. J'avais rencontré Guy Trédaniel, qui est un éditeur à Paris, et on a parlé notamment musicothérapie.
et dans le décryptage des codes musicaux. Et on s'est rendu compte que, en fait, alors qu'il y a beaucoup de bases scientifiques à utiliser, le sujet a été très peu décrypté, très très peu. On en est au début et il y aurait un ouvrage complet à faire sur le sujet. De même sur ce qu'on appelait vulgairement les karmas, et puis l'application des mathématiques dans la compréhension des karmas. Il y aura des ouvrages entiers à rédiger. Pour l'instant, on en est au début. Voilà, oui, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, et puis c'est un début qui risque de durer un moment, parce que s'il y a bien quelque chose qui nous est propre à notre société, là, là je fais preuve d'ethnocentrisme, hein, je parle de l'Occident, l'Europe de l'Ouest, enfin voilà, quoi, cette partie-là du monde, hein, qui n'est pas la seule, hein, je tiens quand même à le rappeler, on a tendance à l'oublier. La défiance sociale et sociétale à l'égard de toute forme d'autorité dont la science fait partie, ça rend les choses extrêmement difficiles. Alors ça, c'est un sujet extraordinairement difficile. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, je pense, le propre de nos sociétés, c'est toute forme d'autorité, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit les forces de l'ordre, l'éducation nationale, les pouvoirs politiques, les pouvoirs, d'État régalien, tout ce que tu veux, et la science en fait partie. Il y a une espèce de défiance à l'égard de cette dernière qui fait... moi, je me plais à penser que c'est juste une transition. Il y a un moment où cette dernière, elle va être suffisamment légitime pour être disposée à composer avec les autres. Donc avec la musicothérapie. Merci. Non, mais tu vois ce que je veux dire, parce que jusqu'à maintenant, c'est une discipline qui était assez étanche en fait aux autres. C'est vrai. Tu vois qu'il y avait une espèce de posture très dogmatique en fait. Oui, très dogmatique. Nous sommes la science, nous avons la connaissance, taisez-vous, écoutez-nous. Et très catégoriel. C'est dans ce sens-là, voilà. Ah oui, alors ça c'est vrai. Alors il y a les deux. Alors, ça c'est un sujet qui est passionnant parce que en fait nous sommes composés de lois de l'univers, mais nous sommes aussi composés d'émotions. Les émotions, a priori, on n'est pas dans les mathématiques, on est dans un autre domaine. Encore que on pourrait en discuter longuement. Oui, ça après peut, tout. Ça peut se mais discuter. ce qui ressort aujourd'hui, ça me rappelle les débats qu'on a eus avec Michel Rivasi, qui disait qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées, on est... Juste rapidement, pour resituer, Michel Rivasi, donc c'est une députée dont on a beaucoup entendu parler dans les années fin 80 et 90, parce que c'est le fameux, vous savez, le nuage qui était censé s'être arrêté à la frontière française, donc je parle de Tchernobyl, et qui avait été une des députées qui avait officiellement, en fait, déjà sur le moment, de façon contemporaine, été montée au front pour dire non mais attendez, c'est une aberration totale, enfin arrêtez de faire croire aux gens qu'il n'avait pas son visa à jour et qu'il s'arrêtait à la frontière. Alors, voilà, exactement. Et elle dit, je la cite de mémoire, elle parle du déni de science, du déni de réalité, de la perte de bon sens, qui sont souvent dans les sciences. Alors, il ne s'agit pas de faire non plus du dogmatisme scientifique en te disant que tout passe par les sciences, mais nier des mesures, c'est quand même un peu dommage, quoi. Donc, l'esprit scientifique... Ça me fait penser à ce film que moi j'ai bien aimé, Don't Look Up, en fait. C'est une comédie extrêmement cynique et cinglante, mais qui, pendant 2 heures, t'explique bien ça, en fait. C'est qu'il y a une espèce de défiance qui est, pour le coup, cette défiance-là devient complètement systémique et dogmatique, en fait. Elle cherche même plus à savoir contre qui qui elle défie, elle te défie de façon systématique. Oui, et à titre anecdotique aussi, pour renverser ce déni, on peut citer Napoléon Ier, qui était un amoureux du mathématicien Laplace. Il aimait énormément Laplace et il appliquait beaucoup de lois, de mesures scientifiques avant de rentrer dans une bataille, par les mesures de terrain, mais aussi par des mesures de probabilité, des choses comme ça. Et il passait des semaines entières à faire des mesures pour préparer la bataille. Et donc, il ne laissait a priori pas grand-chose au hasard, ce qui lui a permis de gagner beaucoup de batailles. Oui, il aurait dû se pencher aussi sur la météorologie, hein. C'est important le froid. Oui. Je sais pas si tu sais si tu me vois venir, hein, mais bon, il y a un détail un peu qui lui avait échappé à l'occasion de cette campagne, en fait. Alors là, la campagne de l'Est a été très difficile. Il s'en est pas remis. Il s'en est pas remis, mais aussi parce que les Russes ont pratiqué la politique de la terre brûlée. Et à Moscou notamment, etc. Mais sur beaucoup d'autres batailles, les batailles ont été gagnées, a priori, avec des préparations très minutieuses. Bon, c'est tout ce qu'on peut dire. Donc c'était un exemple pour dire que les sciences ont été utiles dans les armées pour certaines batailles historiques. De toute façon, le drame en fait de ces dernières, c'est de ne pas avoir réussi à faire comprendre à l'ensemble de la population
que tu sois scientifique ou pas, tu vis avec, en fait. Enfin, c'est pas une posture morale, en fait. C'est qu'on vit dans un environnement qui est lui-même l'expression même de tous ces concepts et tous ces principes scientifiques, en fait. Oui, Après, c'est nous, ça. on aime les rationaliser parce qu'on est comme ça. On est très ethnocentré, donc on aime bien se réconforter et se rassurer. On a l'impression que quand on explique quelque chose, on le comprend. Non, non. On observe quelque chose, mais on n'arrive toujours pas à comprendre. Enfin, je vais prendre un exemple vachement plus terre à terre. Le cerveau humain, on l'observe depuis des décennies, avec des techniques de plus en plus poussées, on n'arrive toujours pas à comprendre comment ça fonctionne. Enfin, Oui, il y a des mystères entiers. Il y a des déductions qu'on arrive à faire. Mais alors, c'est des déductions qu'on fait, mais on n'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment. Oui, on n'a qu'une partie de la compréhension. Aujourd'hui, on arrive à peu près à identifier le neurone. Mais moi, perso, c'est pas quelque chose... et je pense que peut-être l'humanité... Bon, je dis pas qu'elle se scinde de façon si manichéenne, mais moi, l'inconnu ou le mystère n'est pas quelque chose qui m'effraie. Je me sens pas dans l'obligation d'être obligé de m'expliquer quelque chose pour être rassuré. Alors, le mystère a quelque chose de plutôt de fascinant. Bah oui. C'est plutôt d'essayer d'ouvrir les portes. Oui, et puis de rêver. Et puis de de se rêver. laisser aller à une forme de pensée, de réflexion presque romantique, en fait, qui va là où elle a envie d'aller parce que ça peut d'y être, en fait. Ah oui, oui, c'est l'exploration. Ça, oui, tout à fait. Parce que si je dis cette remarque-là, parce que dans ton livre, c'est ce qu'on ressent, en fait, c'est que c'est une exploration. C'est une exploration. Tu tâtonnes un petit peu, quoi. Quand je dis tâtonne, c'est rien de péjoratif. Hein. C'est d'explorer, quoi. Il y a une porte qui s'en trouve par ici parce que, j'en sais rien, quel que soit le propos, en fait. Hein. C'est comme ça que sont un peu développés tes chapitres. Hein, dans le livre. C'est un survol. C'est vrai que on aurait pu aller beaucoup plus profondément en écrivant un ouvrage de 600 pages. On a survolé certains sujets de façon très, comme tu l'as dit, très dense. C'est le mot exact. Oui, c'est dense. Ouais. C'est dense. Et il y a des sujets où, effectivement, ça mériterait plusieurs livres. Oui, mais ça, je pense que c'est les gens qui vont te lire qui vont être amenés à cette réflexion-là. Non, mais c'est ce qui est plaisant. Alors, ce que j'espère, c'est que ça fera comme les expositions de peinture que j'ai faites à certains moments à Bordeaux, c'est-à-dire que ça aide à mettre en communication des univers différents qui normalement ne communiquent pas entre eux. Ça, c'est formidable. C'est le côté très agréable. Oui, c'est comme une exposition. Après tout, un livre est comme une exposition et ça permet de mettre en relation des choses qui, jusqu'à présent, n'étaient pas en relation, de briser des murs là où ils pouvaient être brisés. Oui, ça va faire sourire Alexandre, qui m'entend très souvent parler. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'observe très souvent ? Non. Bon, j'ai désormais un certain âge, avec un certain recul. Court, hein, je suis encore un jeune homme. Tout se verticalise. Tout. La société se verticalise, les gens se verticalisent. Et moi, je trouve qu'il manque quelque chose qui relève d'une transversalité. Horizontale, en fait. Et moi, c'est quelque chose qui manque énormément, en fait. En ce moment, j'ai tendance à avoir l'impression de parfois étouffer, en fait. Il y a vraiment des étiquettes qui correspondent, donc, qui sont genrées par rapport à ton âge, par rapport à ta catégorie socio-professionnelle, par rapport à tout ça. Et puis, les gens, ou toi-même, implicitement, en déduit plein de choses et de façon verticale. Et à un moment, tu as envie de dire, écoutez, on a le droit d'être multiple, en fait, d'être diverses, d'être attiré par des disciplines qui, a priori, n'ont rien à voir les unes les autres. Et encore, pourquoi elles n'auraient rien à voir les unes les autres ? Puisque l'intérêt, le centre commun, c'est la personne qui est intéressée par ces différentes disciplines. Donc, il y a déjà un point commun. Enfin bref, il y a un pont qui se fait. Absolument. Alors là, j'abonde complètement dans ton sens. Sur ce plan-là, la verticalité, aujourd'hui, elle est terrible. Et c'est le royaume des intérêts catégoriels. Alors, donc, ça, c'est le genre de livre, en fait, qui essaie de casser un peu tout ça. Casser ça. Et quand on est dans une exposition de peinture, c'est pareil. Est-ce qu'un directeur financier et par exemple, un prêtre pourrait se rencontrer dans un autre lieu? C'est très difficile ou extrêmement rare. Oui. Bon, voilà. Donc, c'est des croisements d'univers qu'il faut essayer de créer. Et les croisements d'univers sont toujours des sources de créatives, de futures. Voilà. Oui, ou de remise en question, de découverte, ou de... Enfin, oui, le champ des possibles, et pour le coup, est vachement vaste. Ah oui, c'est extraordinaire, oui. Tout à fait. Voilà. Écoute, moi je me tourne vers Alexandre qui est le maître du temps. Je vais l'appeler le crocodile. Non, je suis désolé, je vous présente toutes mes plates excuses. Mes références sont
sont pas belles du tout. C'est Walt Disney, Hook, Crocodile avec l'horloge. Avec le réveil. Donc, Alexandre est devenu un crocodile. Ah ben voilà. Tant qu'il n'y a pas l'alarme, ça va. Désolé. Et, je sais pas, Jean-Marc, il y a quelque chose que tu voudrais rajouter pour clore cette émission ou... Non, j'espère qu'il y aura beaucoup d'émissions comme ça à Réseau Paul Bert qui permettent d'ouvrir des portes, de briser des murs, comme on l'a dit. Ça me rappelle une phrase du Coran qui dit le mal est dans la désunion, le désordre. Et la fermeture des portes est une forme de désordre, puisqu'elle fait augmenter l'entropie. Et donc, ça peut mériter quelques heures de développement aussi, mais oui, je vois à peu près où tu veux aller. Oui. Mais voilà, donc c'est important effectivement de pouvoir faire des émissions comme celle-là, et je te remercie beaucoup, Boris. C'est avec plaisir, Jean-Marc. Un instant partagé de communication. Puis t'es quand même abonné ici, je suis abonné. Donc, ça aurait été le compte que je te dise non. Je connais un petit peu les lieux. Si tu veux parler de ton livre, ça sera dans ton émission. Ouais. Ce qui aurait pu se faire aussi, d'ailleurs, dans l'absolu. Oui. Ce qui n'empêche pas d'être fait aussi, dans l'absolu. Écoute, Alexandre, tu as quelque chose à rajouter ou non? Moi, je te remercie pour être encore disposé à me supporter, ou à te supporter toi-même d'ailleurs aussi en passant. Jean-Marc, merci pour plein de choses en fait. Oui. Merci comme ça, sans préciser. Merci Boris. Et voilà. Puis je vous souhaite à toutes et à tous qui avaient pris le temps de nous écouter, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt et merci.